Apprendre le métier de magistrat, en commençant par découvrir celui d'avocat, n'est pourtant pas, à mes yeux, un paradoxe. En effet, il n'est pas de justice de qualité sans avocat de qualité, capable de traduire en termes juridiques les intérêts du justiciable, capable aussi d'être l'interprète de ses tourments, souvent de sa souffrance, face à une institution complexe, au fonctionnement parfois peu compréhensible. En ayant vécu de l'intérieur, je l'espère, les difficultés rencontrées par l'avocat pour remplir cette difficile mission de conseil en amont du magistrat, puis de défenseur devant le magistrat, et enfin d'accompagnement après la décision de justice, vous n'oublierez pas le moment venu qu'au-delà de l'âpreté, parfois de la violence du débat judiciaire, l'avocat n'est pas l'adversaire du magistrat, mais un partenaire qui concourt à l'œuvre de justice et que la qualité de la décision rendue dépend aussi de la qualité de la relation que le magistrat a su nouer avec lui. Ces mots ne sont pas les miens, ni ceux d'un bâtonnier, ni ceux d'un représentant de la profession d'avocat. Non, ils sont les vôtres, monsieur Olivier Laurent, ceux que vous avez prononcés le 29 août 2016 à l'occasion de l'accueil de la nouvelle promotion des auditrices et auditeurs de justice. Ces paroles, si vraies, si justes, sont malheureusement encore trop souvent oubliées par certains des acteurs de la vie judiciaire. Qu'on se le dise, l'avocat n'est pas l'ennemi du juge. Nos professions doivent se comprendre et se respecter. C'est à leurs autorités de veiller au respect de la courtoisie naturelle, à la qualité du dialogue nécessaire et des échanges précieux. Il est de nos responsabilités de rappeler à l'ordre celles et ceux qui s'en éloignent par facilité, voire par mépris de nos principes essentiels et du respect de nos usages ancestraux. Seul le respect des usages, socle commun de la confiance, évitera la déliquescence de nos relations. Colère à l'encontre du rapport du groupe de travail relatif à la protection des magistrats, rapport de la discorde remis au garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas en juillet 2016. Contrairement à ce que contient ce rapport, nous le disons haut et fort, non, les avocats ne sont et ne seront jamais une menace. Si l'on comprend que ce document visait le comportement d'une poignée de confrères, et à supposer que les faits soient avérés et prouvés, aucune généralisation aussi simpliste ne devait être formulée à l'encontre de toute une profession. Si toute la profession n'était pas concernée, alors il eût fallu avoir le courage de l'écrire. Ce rapport divise, montant les magistrats contre les avocats. La justice peut-elle se le permettre à l'heure où tant de problèmes demeurent non résolus et alors que la société française s'inquiète pour sa justice? Si nous savons que des menaces pèsent quotidiennement sur l'ensemble de la famille judiciaire, n'oublions pas que des avocats sont également victimes d'intimidations verbales, voire physiques. Je pense notamment à notre confrère Mireille Damiano, du barreau de Nice, honteusement et lâchement menacée parce qu'elle défend des migrants. Je pense à notre confrère Éric Dupond-Moretti, ayant tout récemment reçu des menaces de mort sur ses enfants parce qu'il défend le frère du tueur islamiste Mohamed Merah. Ayons une pensée pour tous les avocats qui, dans de trop nombreux pays, sont menacés, emprisonnés, voire exécutés tout simplement parce qu'ils sont avocats. Les échanges récents entre notre confrère Éric Dupond-Moretti et monsieur le directeur de l'École nationale de la magistrature, au-delà des formules de plume et des attaques à feuret plus ou moins mouchetées, posent une vraie question. N'est-il pas temps de réfléchir à la création d'une école commune pour une formation commune à nos deux professions et d'en terminer avec ces divisions d'un autre temps? Colère contre la politique de la chancellerie. Justice de proximité, dites-vous, Madame le garde des Sceaux. Madame Rachida Dati, à travers sa réforme des tribunaux de grande instance, a bousculé le maillage territorial. À quelle fin? Avons-nous un bilan chiffré du gain de ces fermetures? Aucun. Alors, Madame le garde des Sceaux, sachez que si vous êtes en marche, vous trouverez toujours face à vous des avocats debout, certes ouverts à la discussion constructive et loyale, mais résolument debout, vêtus de leurs robes. La réforme de la carte judiciaire pour les cours d'appel débute bien mal. Fausses informations, rumeurs et démentis subtilement orchestrés. Cessez de jouer sur la sémantique. Une cour d'appel ne peut pas être diluée dans ce que vous dénommez de simples lieux de justice. Une cour d'appel par région administrative, dites-vous. Un postulat imposé et martelé,
alors même que n'a été remis à la profession aucun bilan de la situation actuelle, aucun constat des lieux démontrant un maillage actuel inopérant. Pas davantage vous ne communiquez d'études d'impact sur votre projet, ni en termes de ressources humaines pour les magistrats, greffiers et agents publics, ni sur la qualité de la justice qui serait rendue. Vous proposez à la profession une concertation avec remise des rapports au 15 janvier 2018. Quelle moquerie! Tous les barreaux de France et leurs bâtonniers resteront unis et solidaires. Aucune cour d'appel ne doit fermer. Après les déserts scolaires et médicaux, ne créez pas de déserts judiciaires qui creuseront encore davantage les inégalités entre nos concitoyens et provoqueront des désastres économiques locaux. Oui, les activités des TGI et des cours d'appel engendrent une activité économique pour les villes et les départements. Mesdames, Messieurs les maires et parlementaires présents ce soir, emparez-vous de ce sujet lourd de conséquences pour nos territoires et les milliers d'hommes et de femmes qui y vivent. Une démocratie apaisée, c'est une rencontre entre le juge et le citoyen. Vous nous annoncez, Madame le garde des Sceaux, vouloir une simplification des procédures. D'accord, mais qu'attendez-vous pour abroger les décrets pris en mai et août dernier sur la réforme de la procédure d'appel? Nous savons très bien que ces décrets n'ont qu'un seul objectif: rendre la procédure d'appel plus complexe, plus contraignante et plus piégeuse, dans le seul et unique but de faire diminuer le volume des appels et de retirer au juge sa fonction de juger. Bref, des décrets de procédure au service non pas de l'œuvre de justice, mais à des fins budgétaires. Oui, nous sommes en colère. Qui plus est, ces décrets sont exclusivement à charge. Toutes les obligations pèsent sur les avocats, aucune ne pèse sur les magistrats. Comme disait Pierre Desproges, étonnant, non? Ces textes font actuellement l'objet de recours de la part de la profession. J'espère qu'elle obtiendra gain de cause. Colère encore devant l'incapacité de tous nos gouvernants successifs à doter enfin notre pays d'un budget de l'aide juridictionnelle digne qui permette aux plus modestes d'accéder effectivement à la justice. Colère aussi devant le démantèlement annoncé du Code du travail, par notamment la remise en cause de la liberté du juge dans l'appréciation de l'indemnisation des licenciements non causés. Enfin, il y a le tout sécuritaire. Faire croire que l'état d'urgence est levé est une duperie. La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ne fait que pérenniser dans le droit commun un régime d'exception. Ce texte, alors même que notre arsenal juridique était suffisant pour le but recherché, porte atteinte aux libertés, aux droits de la défense et aux obligations de la France, notamment celles de la Convention européenne des droits de l'homme. Oui, colère lorsque se substitue au juge judiciaire le juge administratif, alors même que le pouvoir judiciaire est consacré constitutionnellement comme le gardien des libertés individuelles. Mais dans l'atteinte aux libertés, cette politique va encore plus loin. Nous voici revenus à l'âge des cages de verre dans les tribunaux. En 2004, plusieurs avocats du barreau de Versailles avaient obtenu dans le cadre d'une action en référé que soit démontée la cage de verre qui isolait l'accusé de son avocat dans la nouvelle salle d'audience de la cour d'assises dans les bâtiments de la cour d'appel. De telles cages ressurgissent dans les palais de justice et sont indignes. On ne juge pas un homme à travers une vitre. La profession doit être mobilisée et agir, car à force de subir et de fermer les yeux, par lassitude peut-être, nous finissons par accepter l'inacceptable, comme l'a si justement écrit notre confrère Gérard Tcholakian le 26 septembre dernier. Madame le garde des Sceaux, vous souhaitez limiter l'accès et la libre circulation des avocats dans les palais de justice. Là encore, vous agissez en catimini et trop souvent sans que les présidents de tribunaux n'associent les barreaux. Vous ne nous chasserez pas des palais de justice. L'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 est net. L'avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions. Oui, Madame le garde des Sceaux, nous sommes libres et entendons bien le rester. Notre liberté et celle de ceux que nous défendons ne se négociera jamais. Enfin, Madame le garde des Sceaux, vous reconnaissez que le droit se complexifie, que les magistrats doivent être spécialisés, et dans le même temps, vous envisagez que le justiciable puisse se passer du seul professionnel compétent, l'avocat. Relisez les mots de M. Laurent que j'ai prononcés en début de discours, et vous comprendrez. Après la pluie vient le soleil, après la colère vient l'espoir. Oui, espoir dans notre profession et ses mutations. Espoir en nos jeunes avocats.
Intelligence artificielle, justice prédictive, nouvelle mission de l'avocat, interprofessionnalité, tout cela ne doit pas être combattu, mais au contraire soutenu et accompagné, sinon nous ne résisterons pas. Les générations d'avocats se suivent, se découvrent, se connaissent. Chaque avocat compose et participe lors de son arrivée au barreau à la construction d'une relève éternelle. La défense n'aura jamais d'âge. Alors vous, mes jeunes confrères, vous qui êtes le barreau de demain, le sang et la sève de notre histoire commune, vous êtes le renouveau des jeunes printemps que vos anciens ont été avant vous. Soyez donc le renouveau des printemps pour que naisse et vive à travers vous le printemps des renouveaux. Quelques mots enfin pour vous dire combien j'ai été fier et heureux de vous servir pendant ces 2 années de bâtonnat. Pas un jour, que ce soit à l'ordre ou au cours d'une réunion ici et ailleurs, je n'ai eu autre chose en tête que d'œuvrer dans l'intérêt du barreau et de chacun de mes confrères. Durant ce mandat, je me suis efforcé de rendre notre barreau plus convivial, plus juste, plus solidaire et plus moderne. Participation au Téléthon, renaissance de l'association sportive, développement des procédures dématérialisées, accès égalitaire aux commissions d'office criminel, revalorisation de la permanence pénale, accès pour tous au quotidien d'Allos Actualité, développement de la première application mobile des barreaux, réactivation des jumelages endormis, création d'un jumelage sur le continent africain, continent du XXIe siècle et garant de la francophonie avec la Guinée-Conakry, partenariat avec la Chambre de l'artisanat et l'Université de Saint-Quentin en Yvelines, développement du CIBV particulier et entreprise, mise en place d'une prévoyance complémentaire de groupe, début de réorganisation de la salle des cases, et je ne désespère pas, d'ici le 31 décembre, de réformer le mode de calcul des cotisations ordinales pour mieux tenir compte des capacités contributives de chacun. Je tiens à remercier les membres du Conseil de l'Ordre qui m'ont accompagné pendant ces 2 années, ainsi que tous les présidents de commission et bien entendu l'ensemble des salariés de l'Ordre et de la CARPA qui ont toujours fait preuve d'un dévouement absolu, d'un sérieux quotidien et d'une gentillesse permanente. C'est avec confiance que je transmettrai en fin d'année le flambeau à Madame le bâtonnier élu Christine Blanchard-Mazy. Je ne doute pas un seul instant qu'elle saura, de par ses qualités personnelles et son attachement aux valeurs de la profession, défendre au mieux nos intérêts tant localement qu'en dehors de Versailles. Au-delà des colères et des espoirs dont j'ai fait état, notre inquiétude sur le changement et la transformation du monde que nous vivons ne doit pas nous faire oublier l'essentiel, un supplément d'humanité en chacun de nous. Citant à nouveau Barbara, qui avait été ma muse l'an passé, entendons-la nous dire comme une supplique universelle, « Ô fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. »